le sommet, où nous n'irons pas tout simplement parce qu'on ne va pas faire des visites de 4 heures et que d'autre part, il n'y a pas de vestiges à voir. Sur cette colline, vers 120 avant Jésus-Christ, les Gaulois de Bourgogne avaient installé leur capitale qui s'appelait Bibracte. En effet, dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, les Gaulois, ce n'est pas un peuple. N'hésitez pas à vous approcher. C'est 50 peuples, plus de 50 peuples répartis sur le territoire de la Gaule. Chaque peuple gaulois est indépendant, chaque peuple gaulois a son propre chef. Les Éduins étaient les Gaulois qui occupaient un territoire correspondant en grande partie à la Bourgogne d'aujourd'hui. Vous le voyez, ils ont installé leur capitale sur une hauteur pour voir arriver les ennemis, mais pas que. Bibracte était la capitale, c'est là où il y avait les chefs, c'est là où on prenait les décisions pour le peuple éduin. Donc on s'installe en hauteur pour dominer le territoire que l'on gère. Ces Éduins, ces Gaulois de Bourgogne, avaient une particularité, ils étaient amis avec les Romains depuis 150 avant Jésus-Christ pour des raisons politiques et économiques dont j'aurai sûrement l'occasion de parler durant la visite. Les Éduins et les Romains vont rester amis pendant une grande partie de la guerre des Gaules, la guerre qui oppose les Gaulois et les Romains entre 58 et 52 avant Jésus-Christ. Au début de l'année 52 avant Jésus-Christ, les chefs gaulois sont bien embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre les troupes romaines de Jules César. Donc les chefs gaulois décident de s'unir. Ils se rassemblent ici à Bibracte pour élire le chef de l'armée gauloise unifiée, c'est-à-dire Vercingétorix, qui à ce moment-là était le chef des Arvernes, les Gaulois d'Auvergne. C'est donc ici à Bibracte que s'est faite l'alliance des peuples gaulois. À ce moment-là, nos Gaulois de Bourgogne, les Éduins, passent du côté des Gaulois. La guerre des Gaules se termine avec le siège d'Alésia, qui correspond à la commune d'Alis-Sainte-Reine en Côte d'Or, où après 2 mois de siège et différents combats, les Gaulois se rendent. Les Romains ont gagné, la Gaule devient romaine. On va parler des peuples. Juste après 52-51 avant Jésus-Christ, en Gaule, vous surveillez le territoire qui vient de va y passer vers Bibracte chez ses amis Éduins, où il termine d'écrire les commentaires de la guerre des Gaules. Le livre qui a été recopié, c'est arrivé jusqu'à nous. Ce livre, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, Jules César mentionne plusieurs fois Bibracte, lui-même qui nous dit que Bibracte était la capitale des Gaulois. D'autre part, bien sûr, il parle des combats et des alliances qu'il a fait durant ces années de guerre. Dans son livre, Jules César, quand il parle des grandes villes gauloises comme Bibracte, il emploie le mot d'oppidum. C'est ce mot-là qui est repris par les archéologues. L'oppidum de Bibracte continue de se développer au début de l'époque gallo-romaine, puis le successeur de Jules César, le premier empereur Auguste, décide encore à derrière les arbres, l'ancienne Augustodunum, l'actuelle Autun. Donc à partir de 15 avant Jésus-Christ, et ce pendant une trentaine d'années, la population de Bibracte déménage. Et après, il n'y a plus d'habitants sur la colline. Cette population est estimée entre 5 000 et 10 000 personnes. Alors oui, c'est normal. Pour l'instant, les archéologues ont fouillé à peine 10% du site, donc on ne sait pas s'il y avait des bâtiments partout. D'où le fait qu'on dit 5 000 ou 10 000 habitants. À partir de 20 après Jésus-Christ, il n'y a plus d'habitants sur la colline, tout le monde oublie Bibracte. Les premiers chercheurs pensaient que Bibracte c'était sous Autun, ça leur paraissait facile, la ville gauloise sous la ville romaine, et pas du tout. Il faut attendre le 19e siècle pour découvrir que Bibracte se trouve ici. Le premier fouilleur, le découvreur du site, c'est Jacques-Gabriel Bulliot, dont la Société savante autunoise a élevé un monument à sa mémoire. Bulliot, il va fouiller ici à partir des années 1860. Il y a des fouilles ici des années 1860 jusqu'en 1907. Celui qui reprend les fouilles à la fin du 19e siècle, après Bulliot, c'est son neveu, Joseph d'Eschlet. Et Joseph d'Eschlet était archéologue, mais il voyageait aussi beaucoup en Europe.
Et Joseph Deschlet est le premier à s'apercevoir de quelque chose de spécial. Il s'aperçoit qu'il y a des objets qu'on trouve dans les fouilles de Bibracte. On trouve exactement les mêmes objets sur des sites archéologiques en Suisse, en Allemagne et jusqu'en Hongrie. C'est donc Deschlet qui met en évidence la civilisation des Oppida. Je m'explique clairement. Les Celtes et les Gaulois, c'est la même chose. Et ces Celtes, ces Gaulois, vers 120 avant Jésus-Christ, se mettent à faire des grandes villes dans des endroits facilement défendables. Ce sont les premières capitales européennes. Voilà pourquoi nous, à Bibracte, nous sommes un centre de recherche archéologique européen. Prennent ici en 1984 à l'initiative de François Mitterrand et de différents chercheurs. En effet, François Mitterrand a été pendant très longtemps maire de Château-Chinon. Et depuis 1984, tous les printemps et tous les étés, il y a des fouilles archéologiques ici. Donc Bibracte, c'est 135 hectares, différents quartiers. On va découvrir ensemble une partie de ces quartiers. Et dans un premier temps, on part pour le quartier résidentiel, où je vais vous présenter les vestiges d'une maison de plus de 3500 mètres carrés. Voilà. Donc, Il y a de la canopée là, c'est chouette. on a une très belle forêt de hêtres. Autant vous le dire tout de suite, les gens qui se sont fait construire cette maison l'ont fait pour montrer qu'ils étaient riches et ont habité ici très peu de temps. Les Gaulois, c'est pour ça que nous avons reconstitué l'intérieur d'une maison gauloise au rez-de-chaussée du musée. Les Romains, eux, construisaient leurs bâtiments en pierre, avec les toits en tuiles. Donc après la conquête de la Gaule par les Romains, on se met à construire en pierre. Cette maison a été fouillée par Bulliot au XIXe siècle. Donc Jacques-Gabriel Bulliot, le découvreur du site dans les années 1860. Qu'on connaissait par des photos et des cartes postales, hein, du XIXe siècle. Donc nous avons refait la maison de Bulliot. Hein, donc, rien à voir avec les maisons de Gaulois ou de Romains. On a refait indice. En effet, Bibracte est un centre de recherche archéologique européen. Les Suisses ont découvert différents murs et différentes couches archéologiques. Que là, au 1er siècle avant Jésus-Christ, tous les 20-25 ans, ils détruisent la maison pour en refaire une plus classe, pour finir en apothéose avec celle-ci, qui est une des plus grandes maisons de ce type qui a été fouillée en France. Les Suisses n'ayant pas fini de fouiller la maison, jusqu'en 2016, ça a été le chantier école de Bibracte. Nous accueillons tous les étés des adolescents entre 13 et 17 ans qui viennent pour 15 jours, hein, c'est comme une colo archéo, et c'est très rare que des moins de 18 ans fouillent sur des vrais vestiges en France. Donc ils ont fini de fouiller la maison en 2016, on a fait une grande fête dans la maison l'année suivante, et maintenant ils fouillent la maison de l'autre côté de la rue. Vous voyez l'énorme abri blanc. Concernant cette gigantesque maison, vous voyez que les murs ont été réparés. En effet, après les fouilles, si on veut montrer les vestiges au public, alors il faut les réparer. Parce qu'autrement, avec la pluie, le gel et la neige, ça s'abîme. Les tout petites abris blancs que vous avez là. Alors oui, je parle d'archéologie, je vais peut-être tout simplement définir ce que c'est. L'archéologie consiste à reconstituer comment on vivait avant à partir de l'étude de ce qui est découvert dans le sol, qu'il s'agisse des objets ou des restes de bâtiments. Du coup, la maison, on la connaît bien, donc on a fait la maquette. Ici, un grand jardin, petite rue, entrée principale au nord. Première cour avec un bassin pour la récupération de l'eau de pluie. En effet, à l'époque gauloise et gallo-romaine, il n'y a pas de robinet dans les maisons. Vous voyez que le toit en tuiles est en pente. Ici, en général, c'est bureau-bibliothèque, la partie où monsieur gère ses rendez-vous. Et ici, une cour entourée d'un couloir avec des poteaux en pierre, ce qu'on appelle des colonnes, avec peut-être un bassin pour faire joli, mais on n'en est pas sûr. C'est pourquoi on a mis le bassin sur la maquette, mais on ne l'a pas restitué au niveau. Pour vous donner une idée, le groupe avec ma collègue, que vous voyez là dans la maison, est exactement là, hein, pour vous repérer. Donc dans le péristyle, hein, dans cette grande cour. Du Sodunum, l'actuel Autun.
déménagement qui se fait en une trentaine d'années. Il y a la grande avenue qui traverse l'ensemble du site et que nous retrouverons dans un prochain quartier, qui se rassemble à l'entrée de la maison. C'est là où vous verrez les trous. Et c'est donc de l'eau qui arrivait dans le bassin et qui servait à ce que la population autour vienne chercher de l'eau. Sachant qu'il y avait de nombreux bâtiments autour, mais que bien sûr tout n'a pas été restauré. Guerre. Voilà, mais autrement, c'est vraiment un des sujets qui est le plus difficile à traiter en archéologie par rapport à l'absence d'indices. Les archéologues, c'est comme des détectives, ils étudient ce qu'ils découvrent de façon à reconstituer comment on vivait avant. Donc, s'ils n'ont pas les indices, ils n'ont pas les informations. Voilà. Donc ils pouvaient être d'autres groupes de Gaulois. Tout à fait. On est bien d'accord. Ce qui permet aux archéologues de prouver que ces romains, comme on les a dans tout l'Empire romain, surtout autour de la mer Méditerranée, la plus grande maison de ce type fouillée en France, et elle a été occupée maximum 20 ans. Donc après, ils déménagent pour Auguste du Nord. Comme on les a dans tout l'Empire romain, surtout autour de la mer Méditerranée, la plus grande maison de ce type fouillée en France, et elle a été occupée maximum 20 ans. Donc après, ils déménagent pour Auguste du Nord. Du coup, on va pas traverser les deux. Nous sommes un centre de recherche archéologique. Bassin de récupération d'eau de pluie. On le fait à l'identique. Il était quand même un peu de bon, je peux regarder. La truelle, voilà. Aussi le piochon, comme on voit ici. Entre tes jambes, toujours. C'est comme à Totavel. Quel organisme qui permet C'est Bibracte. Il s'agit du chantier école de Bibracte. Toutes les informations du cave, voilà. Oui. Là, Voilà, donc là... Grosse fouille aussi. Ça. Mais ça, c'était aussi une maison? Ah oui, C'était oui, quoi? oui. Parce que c'est arrondi. Il n'y a plus d'habitants sur la colline. Eh bien, il y a une exception. Il y a une dizaine de moines qui s'installent là entre le 15e et le 17e siècle. Restaurés. C'est-à-dire que les vestiges que vous avez là datent de plus de 1500 ans d'écart avec les vestiges de l'époque gauloise et gallo-romaine. Alors, ils s'installent exactement là, d'abord parce que c'est à peu près plat, donc c'est assez rare sur la colline. D'autre part, là-bas, devant les deux gros arbres, sur le mont Beuvray, il y avait et il y a encore 17 sources que les habitants de Bibracte. Les moines, quand ils s'installent là, bien sûr qu'ils récupèrent les pierres des ruines des monuments gallo-romains. Et on est sur des franciscains réformés, c'est-à-dire que suite à une réforme au sein de leur ordre, ils s'installent à la campagne. Bon, c'est un couvent, hein, comme ils sont tous pareils. Donc là où il y a les plantes qui ont bien poussé, le cloître, autour les bâtiments pour la vie des moines. Du Mont Beuvray et pas de Bibracte. C'est vachement plus. oui, non.
Dans un labyrinthe, il y a deux types de bâtiments qui se succèdent. Et pour se repérer, nous avons mis des cubes de couleurs. Donc, vous avez, à l'époque de Bibracte, les habitants de Bibracte décident de ne pas reconstruire ces bâtiments. Donc, ils terminent. Il n'y en a pas dans le Morvan. Ça vient des alentours de Chalon-sur-Saône. Il y avait une grande route qui faisait Chalon-Bibracte à l'époque, donc pas de problème. La base de colonne est en calcaire et elle est d'une seule pierre. Par contre, le poteau, la colonne en elle-même, était fait avec des pierres en forme de part de camembert que vous avez présenté au rez-de-chaussée du musée. Donc ici, on avait un bâtiment de 2000 ans. C'est pour ça qu'on a fait appel à la nation. Voilà, c'est tout l'intérêt. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et le poids est sur l'extérieur avec la station au rez-de-chaussée du musée. Ces amphores témoignent du fait que les Gauloises buvaient du vin et ne savaient pas le faire. Il n'y a pas de vigne en Gaule à l'époque gauloise. La culture de la vigne arrivera avec les Romains. Donc au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, les amphores arrivent d'Italie par bateau. La mer Méditerranée, le Rhône, la Saône. On arrive à Cabilonum, c'est Chalon-sur-Saône, port principal des Gaulois de Bourgogne. Et après, on décharge les amphores et les marchands romains et on prend la route Chalon-Bibracte qui est connue. L'amphore, c'est des amphores. On les installe en quinconce avec la paille autour. On va continuer, on va ressortir sur la place publique, on va voir les boutiques et on va se retrouver sur la grande rue. Venir acheter les grains de céréales pour faire la farine. À l'époque gauloise, on fait la farine à la maison avec une meule rotative en pierre dont vous avez des exemples au musée. Il possédait différentes sortes de céréales, le blé tendre, ce qui fait notre pain blanc, l'amidonnier, du pain, des galettes et des bouillies de céréales, genre porridge. C'était vraiment la base de leur alimentation. Et bien sûr, on oublie la voilà. On a beaucoup d'informations sur la nourriture. C'est de la physique-chimie, il ne reste plus que le carbone. Et qu'il y a des archéologues spécialisés dans l'étude des graines et des fruits brûlés qui, en les observant sous la loupe bidoculaire et le microscope, savent de quoi il s'agit. Voilà, donc on a plein d'informations sur la nourriture à l'époque gauloise. Et je vais continuer à parler de ce sujet en face. Donc là, on va traverser la grande avenue. Beaucoup de charbon de bois. Le bois se conserve quand il est brûlé. Et du coup, ils ont... Et la viande. Ah bon, ça va? Et l'entrée de la maison donnait cave à l'identique de ce qu'elle était à l'époque gauloise. Le bois, c'est du bois de chêne, un bois de construction par excellence. Sauvage, carbonisé, brûlé. En effet, à l'époque gauloise, les Gauloises ramassaient les fruits dans la nature. Donc, vous pouvez penser à tous les petits fruits qu'on connaît. Simplement pas, sauf la châtaigne. Il n'y a pas de châtaignier encore à l'époque gauloise. Ça arrivera petit à petit avec les Romains. Ça, on le sait par le texte d'un auteur antique qui nous dit que sur les sites archéologiques de vétérinaires, eh bien, il identifie les os des animaux. Donc, sur les sites gaulois, on trouve des os de vaches, de moutons, de chèvres, de cochons, de chevaux, de chiens, de poules, de canards et pas d'os de sanglier. Donc voici la minute Astérix et Obélix. Voilà, ils sont super sympas, mais c'est pas comme ça que vivaient les Gaulois. J'entendais domestiquer tous les animaux qu'on a aujourd'hui, sauf le lapin et le chat, qui seront domestiqués à l'époque romaine.
Donc la chasse, c'est long, c'est dangereux et ça demande un équipement. C'est quand même beaucoup plus facile de manger la viande d'animaux domestiques. Donc les Gauloises pratiquaient très peu la chasse. Par contre, le sanglier était un animal important pour eux. Vous verrez à l'étage du musée dans le fond, il y a les vitrines avec des beaux objets et vous avez notamment 3 statuettes de sanglier en bronze où le sanglier est toujours représenté de la même façon. C'est le sanglier mâle avec les pattes avant bien droites et les poils du dos hérissés. C'est le sanglier prêt à charger. C'est donc un symbole de force, un symbole guerrier pour eux. Le sanglier, porc du cochon ou du poulet, là ça marche. Parce que se réunir pour des raisons politiques et religieuses et bien manger, bien boire, faire des banquets, le sel venant de l'exploitation des salines au bord de l'océan Atlantique et de la Manche, où tout ça arrivait par les fleuves, les rivières et les routes. À l'époque gauloise, il y a beaucoup de transport de marchandises par les fleuves et les rivières. Et il y a déjà beaucoup de routes. On parle des voies romaines, mais il faut savoir que les voies romaines reprennent en grande partie les voies gauloises. D'autre part, la conservation des aliments, encore le sel, il y a autre chose, il y a l'exploitation des sources salées. Et là, par exemple, en Bourgogne, on a le site des fontaines salées qui se trouve non loin de Vézelay, où là, le sel a été exploité depuis la fin de la préhistoire. Et c'est-à-dire la comptabilité et les contrats. Mais grâce à l'archéologie, on a beaucoup d'informations sur la nourriture à l'époque gauloise. C'est pourquoi on a ce restaurant Le Chaudron, où vous pouvez manger un repas que des Gauloises et Gauloises auraient pu faire. En effet, le menu est archéo-compatible. Clairement, il est vérifié tous les ans par les archéologues. Et l'entrée de la maison donnait cave à l'identique de ce qu'elle était à l'époque gauloise. Le bois, c'est du bois de chêne, un bois de construction par excellence. Sauvage, carbonisé, brûlé. En effet, à l'époque gauloise, les Gauloises ramassaient les fruits dans la nature. Donc, vous pouvez penser à tous les petits fruits qu'on connaît. Simplement pas, sauf la châtaigne. Il n'y a pas de châtaignier encore à l'époque gauloise. Ça arrivera petit à petit avec les Romains. Ça, on le sait par le texte d'un auteur antique qui nous dit que sur les sites archéologiques de vétérinaires, il identifie les os des animaux. Donc, sur les sites gaulois, on trouve des os de vaches, de moutons, de chèvres, de cochons, de chevaux, de chiens, de poules, de canards et pas d'os de sanglier. Donc voici la minute Astérix et Obélix. Voilà, ils sont super sympas, mais c'est pas comme ça que vivaient les Gaulois. J'entendais domestiquer tous les animaux qu'on a aujourd'hui, sauf le lapin et le chat, qui seront domestiqués à l'époque romaine. Donc la chasse, c'est long, c'est dangereux et ça demande un équipement. C'est quand même beaucoup plus facile de manger la viande d'animaux domestiques. Donc les Gauloises pratiquaient très peu la chasse. Par contre, le sanglier était un animal important pour eux. Vous verrez à l'étage du musée dans le fond, il y a les vitrines avec des beaux objets et vous avez notamment 3 statuettes de sanglier en bronze où le sanglier est toujours représenté de la même façon. C'est le sanglier mâle avec les pattes avant bien droites et les poils du dos hérissés. C'est le sanglier prêt à charger. C'est donc un symbole de force, un symbole guerrier pour eux. Le sanglier, porc du cochon ou du poulet, ça marche. Parce que se réunir pour des raisons politiques et religieuses et bien manger, bien boire, faire des banquets, le sel venant de l'exploitation des salines au bord de l'océan Atlantique et de la Manche, où tout ça arrivait par les fleuves, les rivières et les routes. À l'époque gauloise, il y a beaucoup de transport de marchandises par les fleuves et les rivières. Et il y a déjà beaucoup de routes. On parle des voies romaines, mais il faut savoir que les voies romaines reprennent en grande partie les voies gauloises. D'autre part, la conservation des aliments, encore le sel, il y a autre chose, il y a l'exploitation des sources salées. Et là, par exemple, en Bourgogne, on a le site des fontaines salées qui se trouve non loin de Vézelay,
où là le sel a été exploité depuis la fin de la préhistoire. Et c'est-à-dire la comptabilité et les contrats. Mais grâce à l'archéologie, on a beaucoup d'informations sur la nourriture à l'époque gauloise. C'est pourquoi on a ce restaurant Le Chaudron, où vous pouvez manger un repas que des Gauloises et Gauloises auraient pu faire. En effet, le menu est archéo-compatible. Clairement, il est vérifié tous les ans par les archéologues. Et également, il consomme de la cervoise, cette bière à base d'orge. La différence entre la bière et la cervoise, c'est que dans la cervoise, il n'y a pas de houblon. Et bien sûr, de l'hydromel, boisson à base de miel fermenté, plus ancienne boisson alcoolisée connue au monde. Les Gaulois Gauloises faisaient de la charcuterie, ça on le sait par les textes. Donc, si tout simplement à la maison vous voulez manger un repas gaulois, saucisse lentilles, ça marche très bien. Voilà. Juste, vous oubliez les merguez. Il n'y a pas d'épices à l'époque gauloise. La première épice qui arrivera en Gaule, c'est le poivre, qui arrivera à l'époque romaine et qui arrivait d'Inde, donc qui devait coûter un petit peu cher. Les archéologues ont fouillé dans le fond et entre les pierres, ils ont trouvé une couche d'argile. L'argile est une terre qui a différentes propriétés, dont le fait d'être imperméable. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau dedans, c'est un bassin. C'est pas une piscine, c'était pas à la mode d'aller se baigner. Les archéologues n'ont pas d'indice pour savoir comment l'eau arrivait dans le bassin. Ils ont étudié de toutes les façons possibles. Par contre, ils pouvaient vider le bassin. Vous avez ici un trou pour l'évacuation, avec probablement des... Il n'y a aucun autre site archéologique où on ait ce type de bassin. C'est le croisement de deux cercles, comme quand les enfants font des rosaces, ça pose pas de problème. Les Gaulois connaissaient le compas. Vous avez des compas présentés au rez-de-chaussée du musée. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous arrêter au niveau du panneau qui est sous les arbres là-bas, parce que c'est de la géométrie et que là-bas il y a un schéma, bien plus facile qu'un long discours. Ce bassin servait à faire joli et à mettre de l'eau, mais ils se sont bien cassé la tête pour le faire. Donc peut-être avait-il une fonction autre qu'utilitaire qui nous échappe. Information de bouche de druide à oreille de futur druide. Pour dire que c'est des barbares, et que pour information, les Gaulois Gauloises n'ont rien de barbare, ils sont comme nous. Oui. Il y avait des poissons dans le bassin. De recherche archéologique européen, les gens qui fouillent. J'ai présenté le chantier école. Ils sont liés parce que je pense qu'ils menacent de tomber. C'est trop joli. Ouais, alors l'explication. Quand il y en a plusieurs alignés, ça fait un bâtiment, enfin ça fait un mur plutôt, excusez-moi, et à d'autres parallèles et perpendiculaires, ça fait un bâtiment. Cependant, on ne va pas montrer les trous aux gens, c'est très difficile à comprendre. De la terre pour faire plat, un mur pour revenir à la terre. Il y avait du minerai, or, argent, fer, étain. L'étain entrant dans la composition du bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Donc la richesse des Gaulois de Bourgogne, des Éduins, c'est le minerai. Et les marchands gaulois vendaient aux Romains principalement des grandes barres de fer. Ça s'est trouvé par des fouilles. Et les marchands gaulois vendaient aux Romains aussi du tissu et des esclaves. Ça, c'est les textes qui nous le disent. Et les Gaulois achetaient aux Romains, avec des pièces de monnaie pour les uns comme pour les autres, les Gaulois ils achetaient principalement des amphores à vin et de la vaisselle de luxe, c'est-à-dire vaisselle en verre soufflé. Les Gaulois ne connaissant pas le verre soufflé, les Gaulois travaillaient le verre moulé pour faire des bracelets et des perles. Et que pour l'instant, sur les 10% de la ville qui ont été fouillés, de minières. Quand il y en a plusieurs alignés, ça fait un bâtiment, enfin ça fait un mur plutôt, excusez-moi. Et à d'autres parallèles et perpendiculaires, ça fait un bâtiment. Cependant, on ne va pas montrer les trous aux gens, c'est très difficile à comprendre. Ici, alors, je ne vais pas parler des sapins, mais je vais vous parler des arbres. Donc je fais une parenthèse. Ce dont je vais parler n'a rien à voir avec les Gaulois et les Romains. Ce
sont ces arbres aux formes magnifiques, qui sont des restes. Et les limites des parcelles étaient faites avec des haies tressées. On prend des arbres jeunes, des hêtres, on coupe aux 3/4 et puis pas assez d'entretenir ces haies tressées. Donc, bien sûr, les arbres cherchant le soleil un petit peu, et c'est vrai que celles qui ne devraient pas spécialement belles et bien protégées. On va continuer justement ce chemin et continuer et terminer la visite avec la découverte du rempart. Le bois en façade est de grandes piques qui s'enfoncent dans un talus en terre. Le rempart est construit en terre, en pierre et en bois. Un mur en pierre sèche, sans ciment, en façade, et un talus en terre avec des poutres en bois horizontales, plusieurs mètres en hauteur et en épaisseur. À l'intérieur du talus en terre, les poutres Urus gallicus. siège d'Avaricus, la ville du Bourg, et juste. Et le rempart est toujours un rempart par l'incendie et que le bois, ça permet d'éviter les destructions par les coups de bélier. Et les parties